Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire de l'enseignement. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Simon Bessis. Simon Bessis est un médecin infectiologue de formation. Il a fait 4 ans de post-internat à la PHP et il est doctorant en thèse dans l'unité des infections virales émergentes à l'Institut Pasteur sur le site de Lyon. Le sujet de sa thèse porte sur le développement d'une plateforme vaccinale ciblant le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo et la description physiopathologique des formes sévères à partir d'un modèle de souris invalidé pour le récepteur aux interférons, IFNAR-KO. Enfin, je voulais vous dire que ce webinaire s'inscrit dans les priorités du plan stratégique 2030 sur les maladies infectieuses. Simon, je vais te laisser la parole. Déjà, merci beaucoup. Merci à vous et à l'Institut Pasteur de me permettre de présenter en fait cet état des lieux sur CCHS. Donc, il ne s'agit pas de la présentation de mon travail de thèse, hein, mais plus d'une idée globale, un état de l'art sur CCHF, enfin, FHCC en français, et aussi par un peu un retour de mon expérience, d'une part au travail, ici au laboratoire, mais surtout en Turquie lors de 2 missions au cours duquel j'ai pu prendre en charge des patients atteints de cette maladie. Alors, tout d'abord, la fièvre hémorragique, il faut se rappeler, qu'est-ce que c'est? C'est une définition syndromique. Dans les fièvres hémorragiques, on a tout un tas de choses en fait, qui ont s'attachent à une réalité très différente. D'une part, on a les fièvres à hanta, les hantavirus, qui peuvent avoir des manifestations hémorragiques, et surtout un syndrome hépatorénal qu'on retrouve même en France ou en Belgique. Et on a des formes plus exotiques. On a les arénavirus, donc on a les fièvres hémorragiques de Lassa, les fièvres hémorragiques de Rounine en Argentine, qui sont des arénavirus du Nouveau Monde. Tout ceci, en fait, ça recoupe une grande diversité. Donc, on oublie aussi, par exemple, que la fièvre jaune peut être considérée comme une fièvre hémorragique, et la dengue, qui d'ailleurs, par certains aspects, on verra, est assez proche de Crimée-Congo pour certains mécanismes physiopathologiques. Donc, grande diversité, définition syndromique, et nous, on va s'intéresser à une en particulier. On va s'intéresser donc à la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. C'est un pathogène de classe 4, transmis par les tiques, et qu'on retrouve sur une grande partie de la planète. Donc, d'abord, un peu de virologie fondamentale. Donc, je pense que tout le monde est un peu au fait là-dessus. Donc, le virus de Crimée-Congo, c'est un orthonérovirus de la famille des Neroviridae. C'est un virus qui est enveloppé, qui a en fait un ARN trisegmenté qui est négatif, qui a un sens négatif. Donc, avec 3 segments, S, le petit, le M, le moyen, et grand L. Ils vont chacun coder pour des protéines différentes, avec notamment une particularité pour le segment S qui peut être en bisens, qui va coder pour la protéine NSS qui est non structurale et qui pourra avoir un effet sur l'inhibition de l'apoptose dans le cycle biologique du virus quand il infecte une cellule. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que cette trisegmentation en fait, de l'ARN, mais qui est propre à tous les bougnats, en fait, leur permet en fait une grande variabilité génomique, avec notamment la formation de ce qu'on appelle en anglais des réassortants, donc des réassortiments assez nombreux, et donc c'est ce qui avait impliqué cette grande variabilité. Donc le cycle viral, il est assez simple. Alors j'ai repris la figure d'une excellente revue de Oman en 2023. Donc le virus, il va se fixer via les GPC et principalement la GC, donc à la surface d'une cellule, donc via en fait une entrée qui est endocytose pH dépendante et les clatrines. Et une fois dans le cytosol, il y aura une formation de l'ARN complémentaire, donc sens positif, et une transcription de l'ARN messager par cap snatching au niveau de l'ARN. Donc il y a une réplication dans le cytosol et une maturation dans le réticulum endoplasmique puis dans le Golgi, avec donc du coup après une fusion et un relâchement. Là où ce qu'on note, ce qui est assez intéressant, c'est cette GP38, on en reparlera après. Cette GP38, pendant longtemps, elle était un peu négligée. En fait, on se rend compte que c'est un antigène soluble qui pourrait avoir un rôle, et on en reparlera dans une publication, de toxine virale, et qui pourrait expliquer une partie de la virulence de CCHF. Là, comme je vous disais, il y a une grande diversité génétique du virus, avec classiquement 7 grands clades majeurs, qui sont relativement stables dans le temps et dans une zone géographique, mais qui sont vraiment spécifiques d'une zone, globalement. Par exemple, on a le clade 3, qui est le clade ouest africain, qu'on retrouve en Espagne et maintenant en France.
en France continentale, j'entends. Euh, on a une stabilité, en fait, cette diversité, elle est surtout portée par en fait, le segment M et notamment les GPC. Et c'est ça en partie qui pose le problème d'une part des cibles thérapeutiques dans la vaccination, parce que très souvent, on cible les glucurines de surface. En termes d'épidémiologie, alors, si on revient à la découverte du virus, la première description officielle, on va dire, date de 1944 par le docteur Tchoumakov. C'est dans un contexte particulier, c'est au moment de la reprise de la Crimée par l'armée rouge. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la population a fui la guerre, l'avancée des nazis, et avec une mise en jachère des cultures, un abandon des cultures, et donc une pullulation des réservoirs, donc on reprécisera lequel est, et des vecteurs. Retour des soviétiques et repopulation. Et à ce moment-là, donc, on se retrouve avec une grande quantité de gens susceptibles face à cette masse de vecteurs et de réservoirs, et ça induit cette épidémie de Crimée-Congo. Par ailleurs, il y a d'autres facteurs aussi qui étaient l'interdiction de la chasse des lagomorphes, donc des lièvres, qui a permis aussi une pullulation des petits mammifères et qui, pareil, a augmenté le réservoir viral. Ensuite, en 56, le virus Congo est isolé donc, par l'équipe du docteur Ghislaine Courtois de l'Institut tropical d'Anvers à partir de prélèvements issus d'un patient qui présente une fièvre hémorragique. Et c'est qu'au cours des années 60 et en 69 plus précisément, on finit par plusieurs travaux successifs par se rendre compte qu'en fait, il s'agit de la même pathologie qui s'appelle dorénavant la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Donc, c'est une maladie endémo-épidémique qu'on retrouve en Afrique, au Proche-Orient, Moyen-Orient et dans le sud de la Russie. Alors, la carte, hein, c'est une carte que j'ai refaite à partir de l'OMS, mais il faut bien voir qu'il n'y a rien au-dessus du 50e parallèle pour l'instant. Hein. Donc, c'est juste la partie sud de la Russie, cette partie au niveau du Caucase, qui est très touchée par CCHF. Donc, ça reste une arbovirose et une zoonose, donc qui s'est transmise sur le continent notamment européen par vagues successives, plus ou moins récentes. Une vague épidémique qui date maintenant de 50 ans, c'est les années 70 dans les Balkans. Et là, maintenant, on se retrouve avec une nouvelle, alors on n'est pas tout à fait une épidémie, mais une nouvelle vague de propagation de la maladie en Europe occidentale avec l'Espagne, mais on en reparlera après. Donc, c'est une pathologie avec un fardeau qui n'est pas négligeable. Hein. On se retrouve entre 11 et 15 000 infections et à peu près 1000 et 2000 décès par an, principalement dans la zone donc, de Proche et Moyen-Orient, en fait. Hein. Turquie, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan sont les principales zones. Et la Russie, mais là aussi, on a de moins en moins de retours de données. Globalement, quand même, quand on regarde cette carte, on se rend compte qu'il y a à peu près 3 milliards de personnes qui sont à risque de cette pathologie. Et on a une transmission autochtone sur le continent européen, mais sur la partie occidentale du continent européen depuis 2016, voire 2013, selon certaines données. Comme je vous l'ai dit, c'est une maladie vectorisée. Donc, c'est-à-dire que son vecteur, c'est la tique Yaloma marginatum, enfin, du genre Yaloma en général, de la famille des Ixodidés. Donc, c'est son principal vecteur. Il y a 27 espèces connues de Yaloma, Asie, Afrique et Europe méridionale. Donc, vous voyez cette carte, cette répartition. Et finalement, vous voyez bien, c'est que CCHF se superpose à son vecteur. On peut retenir, en schématisant, 3 vecteurs particuliers. C'est Marginatum, qui touche la France continentale principalement, Scupense, ou plutôt la Corse, et Lusadnicum, qui est en péninsule ibérique. Donc, on retrouve plus Lusadnicum impliqué dans les infections de malades en Portugal et surtout en Espagne. Alors, un petit astérix, mais voilà, c'est qu'on a retrouvé du virus dans d'autres tiques, du genre Ixodes ou Dermacentor, qui sont très, très communes en France. Retrouver du virus ne veut pas dire qu'elles sont nécessairement vectrices. La compétence vectorielle n'est pas claire du tout. On ne sait pas. Voilà, c'est une suspicion, c'est un point d'interrogation, et donc c'est un point de surveillance et à documenter activement, quoi. Ça changerait un peu aussi les choses en termes de risque. Juste rapidement, en termes de cycle, vous voyez qu'on le reprécisera après, et ça confirmera un peu ce que je vous dirais, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose de très saisonnier, parce qu'on voit que les adultes, en fait, sont surtout développés en fait, à partir d'avril, mai, voire juin,
et ça correspond exactement au pic d'activité de la maladie, là où il y a le plus de risques de s'infecter, notamment que ce soit en Turquie ou dans d'autres pays. Donc, ce qu'il faut savoir toujours sur la tique, c'est que toutes les stades sont les différents états de développement de la tique. Toutes les stades sont hématophages, donc elles vont se nourrir de sang, mais seuls les adultes sont susceptibles de piquer les humains. Et encore une fois, c'est un hôte accidentel. Alors, ceci peut être modulé par le fait qu'il n'y a pas d'autres proies aux alentours, ou on sait que la température peut avoir un effet sur le comportement des tiques. Alors, c'est surtout démontré pour Epicéphalus, où plus il fait chaud, plus, entre guillemets, elles perdent la tête et elles se mettent à attaquer tout azimut, tout ce qui passe, et perdent leur spécificité au niveau du chien, par exemple, et s'attaquer à l'homme. On dit que les adultes sont plutôt exophiles, c'est-à-dire qu'ils s'attaquent principalement des ongulés sauvages, des sangliers, cervidés, et domestiques, bovins, surtout les bovins. Hein. C'est vraiment exophile, c'est-à-dire qu'elles vont partager le même habitat que leur proie. Les larves et les nymphes, elles, sont plutôt endophiles et s'attaquent aux petits mammifères, les lagomorphes et aux oiseaux. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que les larves et les nymphes vont s'infecter et vont jouer un rôle d'amplificateur quasi exponentiel du réservoir viral au niveau des petits mammifères qui sont d'excellents réservoirs qui vont vraiment extrêmement bien amplifier la masse virale. Les oiseaux, eux, pareil, auront ce rôle-là, mais auront un rôle de dissémination. Tandis que les bovins auront également un rôle d'augmentation du réservoir, mais moindre que pour les petits mammifères, et les chevaux sont par exemple de très mauvais réservoirs. Donc ça, je vous l'ai dit, c'est qu'il y a au niveau comportemental, donc le comportement peut être modifié par la chaleur, mais ce qui est à noter quand même, c'est que les Yalomas sont des tiques qui chassent, qu'elles poursuivent leur proie, là où, comme vous voyez sur les photos, sur les illustrations, les Ixodes ou Dermacentor, elles se mettent sur un brin d'herbe, sur une branche, et elles attendent que les gens passent. Donc le cycle biologique. Globalement, comme je vous ai dit, donc toutes les stades sont hématophages et la larve va donner une nymphe. Pour ça, elle va donc se nourrir sur un petit mammifère ou un oiseau, donc typiquement un lièvre, un lapin, et elles vont se contaminer soit sur un animal qui est déjà contaminé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le virus persiste entre les stades. C'est-à-dire qu'une si une larve est contaminée, en grandissant, devenant nymphe, elle restera contaminée et ainsi de suite. Et pareil, un adulte qui va pondre donnera le virus, soumettra le virus dans ses œufs. Donc, ce qui permet il y a une persistance à tous les niveaux du virus. La transmission qui est virémique, donc c'est celle qui correspond à la transmission en fait par la morsure, au repas sanguin, et une transmission non virémique qui est très, très particulière, excusez-moi, qui est très particulière, qui en fait correspond au co-feeding. Et le co-feeding, c'est quoi? C'est que vous avez en fait un bouquet de tiques sur un même point de ponction sur un animal, et elles vont échanger la salive en fait, et en échangeant la salive, elles se contaminent entre elles. Voilà. Pour ce qui est du mode de transmission, globalement, ce qu'il faut retenir pour ces CHF, c'est qu'il y a la transmission par les tiques, évidemment, hein, donc la morsure de tique par un adulte chez l'homme, ou l'exposition directe au sang ou tout ce qui est produit biologique, mais avec présence de sang, donc d'animaux, donc ça peut être les petits animaux, donc les lièvres, les lapins, ou les gros animaux domestiques de type vache, ovin, caprin. Il y a une transmission qui peut être horizontale, donc une transmission interhumaine, qui est vraiment drivée, qui est liée à l'exposition au fluide. Donc, si vous êtes symptomatique et que et que vous saignez, là, vous êtes à haut risque de transmettre la maladie à un autre être humain. Donc, c'est vraiment cette problématique, on la voit surtout en fait dans le milieu de soins, et c'est ça en fait là ce qui pose vraiment problème avec ces CHF, c'est que cette possibilité de créer des infections nosocomiales. Ensuite, il y a une autre transmission qui est possible, c'est une transmission sexuelle. Elle est documentée mais par peu de papier, mais elle semble un peu comme Ebola. Il semblerait qu'on le puisse transmettre la maladie lorsqu'on on est symptomatique ou en convalescence. Et les choses sont pas très claires et la littérature, il n'y a pas de très très bonne qualité là-dessus. Enfin, il existe une transmission verticale. On en reparlera rapidement sur une slide plus tard, mais il y a une transmission de la mère à l'enfant. Une mère infectée peut transmettre au placenta. Le placenta et donc à son fœtus, le virus pourra entraîner plusieurs complications assez graves hein, pour la maman et pour le fœtus.
À noter, c'est important, c'est qu'il n'y a pas d'infection documentée pour le moment. Donc, on a l'impression que ce n'est pas possible de s'infecter par la gestion de lait ou de viande d'animaux virémiques. Alors, je vous fais un petit hotspot sur la Turquie, parce que justement, c'est le hotspot sur le plan épidémiologique. Euh, c'est le pays qui connaît le plus de cas. D'une part, pour des raisons environnementales, et d'autre part, pour des raisons que la Turquie a connu un fort développement à tous les niveaux, et notamment au niveau sanitaire, et que c'est un pays qui est maintenant en mesure de bien répertorier les cas, de bien les diagnostiquer, et donc les faire remonter. Sur une période de 2002 à 2018, on est à 11 000, 12 000 cas, une létalité un peu inférieure à 5%, avec un nombre de cas annuels qui varie, mais qui est de l'ordre de 1000 cas par an. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a une distribution géographique. C'est pas réparti partout sur le territoire, c'est réparti le long de la chaîne pontique. Et donc, le long de la chaîne pontique, même sur le versant anatolien. En fait, vous voyez ici, il y a une chaîne de montagnes qui longe la mer Noire, tout ici, qui va jusqu'en Arménie, Géorgie, Iran, plus ou moins haute. Et cette chaîne de montagnes arrête les précipitations venant de la mer Noire. Ce qui fait que sur le versant maritime, vous avez de grandes forêts très humides. Et sur le versant anatolien, vous avez des grandes plaines, des hauts plateaux relativement secs, où traditionnellement sont réalisés depuis des millénaires et des millénaires de l'élevage. Et vous voyez bien que la maladie suit exactement ces dispositions-là, et qu'on a de manière plus anecdotique des cas sur le pourtour méditerranéen. Les premiers cas donc, ont été documentés en 2002. Justement, pareil, c'était du côté d'Erzurum à cette époque-là. Comme je vous le disais, il y a une saisonnalité qui est marquée. Alors, c'est vrai pour la Turquie, mais c'est vrai pour toutes les zones, tout le Moyen-Orient et les zones méditerranéennes où sévit le CHF, c'est que c'est vraiment drivé par la température et l'humidité. Parce que c'est lié quand même aux conditions appréciées par Yaloma. Yaloma aime la chaleur. Elle est une espèce qui est xérophile, qui vit dans des environnements secs. Pas que ce soit trop sec non plus, pas désertique. Mais voilà, il faut qu'il y ait en gros une relative sécheresse et chaleur. Et donc le pic de l'activité de la maladie, ce que je vous disais, c'est d'une part c'est lié au cycle biologique de Yaloma. Et la température, c'est donc aux alentours de mai-juin. C'est là qu'il y a le plus de risque de se contaminer. Alors, il y a d'autres facteurs, c'est parce que les gens sortent plus dehors, il y a plus d'activité extérieure, etc. Mais néanmoins, voilà, on voit clairement qu'il y a ce pic d'activité de mai et qui peut aller jusqu'à octobre. Septembre-octobre, il y aura plus de contamination très accidentelle pour le coup, parce que c'est là où sont plus actives les nymphes et les larves, plutôt en août, septembre-octobre. Et donc, cette pathologie vectorielle, en fait, elle a pu se diffuser, notamment en Europe, parce que, d'une manière assez rapide, depuis quelques décennies, il y a les oiseaux migrateurs. Tout à l'heure, je vous ai montré une petite photo d'un oiseau avec des larves. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les oiseaux sont porteurs de la tique, peuvent amplifier le réservoir viral, la quantité de virus, mais ne sont pas malades. En fait, aucun animal n'est malade avec ces CHF. Et une fois que ces oiseaux arrivent dans un nouveau territoire, dans leur migration, ils déposent les tiques. Soit parce que la tique tombe, soit elle lâche et elle fait sa vie. Et c'est par le réchauffement climatique qu'on peut vraiment avoir cette diffusion, parce que il y a toujours eu ces animaux ces mouvements migratoires des oiseaux, mais du fait de l'augmentation des températures moyennes en été et de l'augmentation en durée des étés, et surtout la diminution la diminution des hivers et l'augmentation des températures minimales en hiver en Europe, en fait, on diminue le temps de diapause. La diapause, qu'est-ce que c'est? C'est le temps où, littéralement, les larves se mettent en pause, se mettent en stase. Et ce temps de diapause étant de plus en plus faible, ça permet une colonisation, une implantation, en fait, dans des territoires jusque-là non connus par Yaloma. Et donc, classiquement, en fait, c'est tout le pourtour méditerranéen, donc c'est le sud de la France. Alors, on en retrouve jusqu'en Suède, mais elle n'a pas colonisé la Suède. C'est probablement les oiseaux qui la déposent jusqu'en Suède.
Donc, on voit vraiment cette diffusion très, très large. Et on reconnaît même, hein, si on comparait à la carte des clades que je vous ai montré au tout début, on reconnaît d'ailleurs, hein, que c'est vraiment, il y a une superposition, une corrélation assez forte. Donc, toujours en Europe, en fait, il y a deux points très, très, très actifs, hein. C'est la Bulgarie, donc plus historique, ça je vous le disais, dans les années 70, avec là, depuis 2013, une quarantaine de cas, et de manière plus nouvelle, c'est l'Espagne et le Portugal. L'Espagne, on est à peu près 17 cas et depuis 2013 et en Portugal, donc l'année dernière, c'est une région qui est frontalière avec des régions déjà connues où il y avait du CHF. On a retrouvé un patient. C'est pas une surprise, hein, c'est bien au contraire. Et voilà, ça confirme bien la tendance de fond que la pathologie s'installe sur la péninsule ibérique et on va dire autochtone dans la péninsule ibérique. Donc il n'y a pas de raison que il n'y a pas vraiment de raison pour que le chemin suivi par la France soit différent dans son pourtour méditerranéen du moins. Pardon. Et donc justement, la France, ben, qu'est-ce qu'on a? C'est que ben, on sait qu'il y a une séroprévalence. Alors, la Corse a été beaucoup étudiée parce que on sait que Yaloma est présent en Corse depuis les années 50-60. Et donc, c'est une zone qui a été plus étudiée que d'autres, donc avec une séroprévalence quand même de 10% chez les ruminants domestiques, avec également en métropole donc, des sérologies qui sont positives dans plusieurs régions, notamment à Pyrénées-Orientales, dans l'Aude et dans l'Hérault. On a le Var également, et une diffusion des allomas maintenant marginatum jusqu'en Ardèche, hein. Alors, étonnamment, on a plusieurs cheptels dans les Alpes-Maritimes du côté de Nice qui sont positifs, sans qu'on ait retrouvé trace formellement sauf s'il y a des nouvelles données, mais de Yaloma en elle-même. Donc, ça pose question sur comment est-ce qu'on a loupé Yaloma dans les Alpes-Maritimes ou est-ce qu'il y a d'autres vecteurs, voilà. Donc, en tout cas, c'est pareil, c'est comme en Espagne, c'est-à-dire qu'on a des bovins qui sont contaminés, on a donc cheptels contaminés et des tiques qui sont présentes. Et justement, la dernière brique à cet édifice, c'était que jusqu'à présent, on n'avait jamais réussi à mettre en évidence du virus dans Yaloma. Et là, donc, par ces deux travaux, d'une part par le travaux donc, de l'unité dans laquelle je suis, donc du CNR des FHV, en collaboration avec le P4 et le CIRAD, et une autre unité qui est l'unité de l'emballerie en Corse. Mais les deux ont montré qu'en fait, il y avait donc des tiques positives à CCHF en PCR. Et donc là, maintenant voilà, le risque est clairement avéré. On a tous les éléments pour qu'il y ait des transmissions autochtones en France. Ça n'a pas eu lieu pour l'instant, mais c'est une question de temps. Néanmoins, il ne faut pas paniquer, hein, et le risque est considéré comme faible pour la population générale. Et ça va concerner essentiellement des populations particulières qui sont les éleveurs, les agriculteurs, les équarrisseurs, donc les travailleurs dans les abattoirs, etc. Forestiers. Et justement, le seul cas en France, c'est un cas qui date de 2004, qui a été rapporté en 2005 par une équipe du CHU de Rennes qui revenait du Sénégal. Et alors, sur la séroprévalence humaine, alors il y a des études en Afrique là-dessus, et au Proche et Moyen-Orient et en Turquie forcément beaucoup, mais là je m'étais axé sur l'Europe et la France. Et bon, la France est très simple, hein, il n'y en a qu'une seule, hein, il n'y en avait pas jusqu'à présent, et elle date de mars 2025. Alors elle est intéressante parce que déjà elle existe, et elle a à prendre avec des pincettes. Donc c'est une étude de séroprévalence humaine sur des éleveurs qui sont en Corse en fait, et qui retrouvaient une séroprévalence de 0,08%. Voilà. Donc, on est sur un chiffre qui est positif, certes, mais qui est très faible, avec une marge d'erreur quand même liée à la technique. Bon, c'est à prendre avec des pincettes, mais néanmoins, ça va dans le sens que on sait que probablement qu'il y a des gens qui sont positifs, et notamment donc des gens qui sont à risque. Et donc, les gens à risque, ce que montre le travail, c'est que ce sont vraiment les fermiers. Donc, tous les gens qui sont les agriculteurs, ils sont en contact avec les bêtes enfin, les éleveurs, quoi. Surtout qui sont à risque. Alors, sur la partie non plus clinique et physiopathologique, donc la Crimée-Congo est une maladie donc fièvre hémorragique
mais finalement qui est assez mal connu. Qui est assez mal connu parce que l'humain est la seule espèce à être symptomatique. Donc, en fait, nous sommes les seuls à mourir de CCHF et à présenter des formes sévères. Les autres animaux sont en général asymptomatiques, soit ont des formes très, très symptomatiques. Et donc, ça pose un problème parce qu'il n'existe pas de bon modèle pour ces CHF. Là, notamment, nous, ce que je fais moi, c'est souris Ifnarcao, mais souris Ifnarcao, c'est une souris immunodéprimée. Donc, voilà, c'est la seule qui peut reproduire parfaitement la mortalité, quoi. Donc, on est très limité en termes d'extrapolation souvent. Ce qu'on peut retenir chez l'homme, c'est qu'il y a 80% de formes asympto ou symptomatiques, hein, avec 20% de formes sévères et 5 à 40% de décès. Alors, juste sur les décès, là aussi, il faut être très prudent parce que on entend souvent 30-40%. C'est probablement beaucoup moins que ça parce que vous voyez la carte que j'ai reprise de l'OMS, vous voyez une grande diversité de taux de létalité. C'est plus le reflet du niveau des structures de santé, en fait, du niveau de développement du pays et des structures de santé. Et aussi d'entraînement. Par exemple, là, en Espagne, on est aux alentours de 15-20% de mortalité, mais c'est parce que, en fait, les collègues espagnols, mais ils sont très forts, mais ils y pensent trop tard. Et c'est normal parce que la maladie n'est pas encore là de manière c'est depuis longtemps. Donc, on y pense quand déjà le patient est en train de perdre tout son sang. Alors que, par exemple, dans des pays comme la Turquie, ils y pensent à d'autres moments de manière beaucoup plus précoce, je vous en reparlerai, et ce qui fait qu'ils peuvent anticiper un peu plus l'évolution de la maladie. Donc, il y a cet aspect-là, comme le niveau de santé du pays, et l'entraînement des équipes soignantes, qui joue beaucoup. Et probablement que le taux de létalité naturel du CCHF est plus de l'ordre de 3 à 5%, ce qui est déjà beaucoup, mais plus de l'ordre de 3 à 5%. Donc, on a une physiopathologie qui aussi a mal expliqué, bon, pour tout ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire pas de bon modèle animal. Et comme c'est un pathogène de classe 4, eh ben, c'est compliqué d'avoir des prélèvements. Et finalement, les études anatomopathologiques ont été réalisées dans les années 70 ou 80. Donc, il n'y avait pas de technique moderne, ce qui fait qu'on a une approche très parcellaire. Et que c'est compliqué, si vous voulez mettre en place une étude avec des prélèvements humains, un patient de classe 4, c'est la croix et la bannière, si ce n'est impossible. Pour ce qui est de l'immunobiologie, en fait, là aussi, il y a, comme pour les mêmes raisons, hein, il y a des choses qui ne sont pas très claires. Néanmoins, il y a des grandes idées qui se dégagent. C'est que il y a une action directe du virus et une réaction, très probablement, et même beaucoup, une réponse inflammatoire et une visée immunitaire inadaptée. Donc, il y a une corrélation de la sévérité avec la charge virale, qu'on retrouve dans beaucoup d'infections virales d'ailleurs, une sécrétion inappropriée de cytokines pro-inflammatoires, à peu près on retrouve comme pour le Covid ou d'autres pathologies. En fait, c'est une pathologie qui est principalement dravée par le sepsis. C'est l'histoire du sepsis viral, essentiellement. Et un contrôle de la maladie par une immunité humorale et cellulaire, mais quand même pas mal cellulaire, plus qu'humorale, contrairement par exemple aux arénavirus du Nouveau Monde. Hein, les arénavirus du Nouveau Monde, l'immunité humorale est prédominante. Parce qu'il n'y a pas de corrélation de la survie avec présence d'anticorps neutralisants. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est un truc qu'il faut très, 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 très clair. La présence d'anticorps neutralisants ne permet pas d'avoir un pronostic vers la survie. Il y a une corrélation très forte de la survie avec la production d'IgM, qui est précoce. Mais ça, c'est probablement lié au fait que plus la sécrétion d'IgM est précoce, plus on va avoir une cléarance de la virémie qui sera rapide. Et donc, une diminution de la charge virale. Et donc un risque d'emballement moindre. Voilà. Il n'y a pas de corrélat de protection qui est connu. Et on voit clairement que c'est sur des modèles murins, encore une fois, avec tous les bémols qu'on peut avoir dessus, c'est que si on fait des transferts de CD3+, eh ben, on peut avoir des protections. Et on voit bien aussi que alors c'est plus dans les essais vaccinaux, que l'immunité cellulaire, notamment celle qui est dravée par la NP, permet une meilleure survie, que ce soit chez les hommes ou chez des modèles animaux type lagomorphe ou souris. Et notamment aussi dans les vaccins sous-unitaires de GPC, donc la glycoprotéine de la membrane, eh ben, on a des réponses qui sont très sous-optimales.
Donc, finalement, on a une physiopathologie. Je vous ai un peu résumé ça dans ce schéma. Donc, il y a deux théories. La théorie 1, c'est que le virus détruit, active les cellules endothéliales qui produisent un effet toxique avec une augmentation de la perméabilité vasculaire, vasodilatation, hypotension et le décès du malade s'il n'y a pas de prise en charge. La deuxième théorie, c'est que en fait, le CCHF interagit indirectement par la médiation immunitaire, donc plutôt dendritique macrophage, et va induire la libération de médiateurs solubles et dans des tempêtes cytokiniques, et induire de fait après une défaillance multiviscérale. Probablement qu'on est en fait sur les deux tableaux, même si la théorie 2 semble plutôt l'emporter, mais on est probablement sur une composante, deux composantes. Et justement, ce qui est assez intéressant récemment, c'est l'application, donc ces trois publications indépendantes, une chinoise, une du Karolinska Institutet en Suède et une de chez nous, enfin pas de notre laboratoire, mais du CIRI à Lyon, qui retrouvent que le récepteur OLDL est un récepteur d'entrée pour le virus et qui permet l'invasion virale. Et ça pourrait expliquer notamment le caractère très hépatotrope du virus, puisque justement, comme je vous le montre dans ce schéma donc, tiré de Human Protein Atlas, que l'expression de LDL est très importante pour des raisons évidentes dans le foie, et donc ça peut expliquer ce côté très hépatotrope, et après donc ce retentissement sur l'état général, puisqu'on aura une inflammation et une nécrose hépatique importante. Et l'autre travail très intéressant donc, qui est sorti récemment, montre justement, je vous parlais de GP38 tout à l'heure, c'est que, et qui se rapproche justement un peu de la physiopathologie de la dengue, c'est que donc, de la même manière que l'antigène NS1 joue un peu ce rôle de toxine virale qui favorise une fuite capillaire et donc du coup le collapsus et les formes, et les formes sévères de la dengue, et ben, on a cette même chose. En fait, on voit clairement que CCHF induit une libération de GP38 et cette fuite capillaire massive. Et d'ailleurs, quand on regarde en fait plus précisément, si on surajoute du GP38, on reproduit, on aggrave ce phénomène de fuite capillaire. Donc, il y a vraiment GP38 qui est ce médiateur soluble qui vraiment joue un rôle de clé de la virulence de la pathogénie et qui, justement, pourrait être intéressant comme cible thérapeutique, probablement, par exemple, des anticorps monoclonaux pour GP38. Alors, il existe quelques formes particulières pour ces CHF. Donc, je le dis, c'est classiquement une fièvre hémorragique, mais il existe donc des formes un peu de défaillance cardiaque avec donc des tableaux de myocardite. On a des questions sur l'effet cytopathologique direct sur le myocarde. Il semblerait que les cas sévères présentent quand même une atteinte du myocarde plus importante que les cas non sévères, indépendamment du caractère sepsis ou pas. On retrouve par ailleurs aussi une bradycardie sinusale, plus ou moins transitoire chez les gens infectés par CCHF. C'est un truc qu'on retrouve très fréquemment, jusqu'à 30%. Enfin, il y a des quelques rares formes d'encéphalite. C'est vraiment, il y a un seul papier qui fait la revue de tout ça et c'est très parcellaire. Alors, c'est lié aussi à une problématique qu'il est compliqué d'avoir des prélèvements. Les prélèvements de liquide cérébro-rachidien sont pas toujours sont pas toujours très positifs avec les examens de recherche, notamment la PCR. On a beaucoup de faux négatifs. Donc bon, c'est à prendre avec des pincettes. Mais il semblerait qu'il y ait quand même des cas d'encéphalite décrits. Et donc, l'évolution classique de la maladie, c'est quoi? C'est d'abord une incubation de 3 à 7 jours, avec une virémie qui augmente, et une phase pré-hémorragique correspond en fait à un syndrome grippal, c'est-à-dire fièvre, myalgie, maux de tête, patraquerie et nausées, de vomissements, diarrhée. Mais quand même, et je vous montrerai les photos, des signes très particuliers, donc des conjonctivites, un érythème de la face, du corps et un œdème de la face. Cette période pré-hémorragique, elle dure 7 jours, et ensuite peut suivre la phase hémorragique, qui est très courte, 2, 3, 4 jours. Et ce qui est très important de voir, c'est qu'en fait, la virémie a déjà chuté à ce moment-là.
Donc, on est clairement sur un phénomène qui n'est plus tellement médié par le virus, mais qui est médié par d'autres mécanismes, probablement désimmunitaires, comme on en parlait tout à l'heure. Et après, on a la phase de convalescence à partir de 10 jours. Et les principaux signes, ça je vous le disais, c'est nausées, vomissements au début, une fièvre, myalgie, des hémorragies. Alors, ce qui est à noter quand même, c'est que pour une fièvre hémorragique, Crimée-Congo, ça saigne. C'est-à-dire que souvent, dans la fièvre hémorragique, comme leur nom l'indique, les patients saignent, mais c'est pas si vrai que ça, dans le sens que la présence de sang n'est pas si importante qu'on imagine, notamment pour Marbourg, où c'est vraiment les patients les plus sévères qui vont présenter des saignements. Euh, Par exemple, les arénavirus, la fièvre de Lassa, finalement, les gens décèdent plus de pathologies rénales induites par le virus que par les saignements. Il y a quand même pas mal de pathologies comme ça où les saignements existent, mais ils ne sont pas au premier plan. Là, ces CHF, ils sont au premier plan. On va dire que c'est une fièvre hémorragique qui saigne pour de vrai et pas un peu. Donc, il y a d'autres signes. Donc, diarrhée, plétomégalie, somnolence, plénomégalie, conjonctivite très fréquente et l'érythème cutané. Les principaux paramètres biologiques qui sont la thrombocytopénie, la leucopénie et une élévation donc des azates et un peu des alates, LDH, CPK, mais surtout azates. Ce qui est suivi, c'est notamment beaucoup le TCA, tensifiline activé, et on voit un effondrement du fibrinogène et du temps de prothrombine. Voilà, donc cliniquement, la phase pré-hémorragique, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que vous avez un patient rouge, voilà, un patient tout rouge, un peu comme dans la dengue. Encore une fois, il y a une similitude, avec cette conjonctivite bilatérale, cet œdème de la face et cet érythème cutané. Vraiment. Et c'est bien que, par exemple, en Turquie, quand vous êtes en plein mois de juin, que vous avez un fermier qui a juste ça, bon, il prélève pour rechercher le virus, mais ils n'attendent même pas la réponse. Ils démarrent tout de suite un traitement. Parce que pour eux, c'est sûr que c'est CCHF. Mais là, ils sont dans une situation particulière d'endémicité. Ensuite, la phase hémorragique. Et cette phase hémorragique, c'est tous les orifices qui vont possiblement source de saignement, donc épistaxie, gingivorragie, hématurie, métrométroragie. Mais ce qui est très fréquemment retrouvé, c'est les épitéchies, les ecchymoses, les débuts hémorragiques, des mélénas. On peut avoir des hémorragies intracérébrales également. Ensuite, donc, la phase de convalescence, qui a duré 10 à 20 jours après le début de la maladie. On peut retrouver plusieurs pathologies, plusieurs expressions, les névrites, les troubles cognitifs, essentiellement les troubles mnésiques, une alopécie. On ne sait pas très bien si c'est spécifique au virus ou si c'est corrélé en fait à la sévérité de la maladie, notamment aux patients qui sont passés par la case de soins intensifs réanimation. Parce qu'on sait que tout séjour en réanimation peut induire des pathologies de ce type-là, indépendamment de la source du pathogène. Voilà. Donc là-dessus, ça nécessite encore plus de travaux. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une évolution qui est strictement monophasique. Alors, c'est-à-dire que vous avez d'autres pathologies de fièvre hémorragique, on va dire Ebola, arénavirus, qui peuvent être biphasiques avec une amélioration transitoire puis une réaggravation. Là, si vous avez un patient qui s'améliore, il s'améliore pour de bon. Donc voilà, il guérit. Il n'y a pas de réinfection formellement documentée pour l'instant. Il existe donc des formes particulières pour la femme enceinte. Le statut de femme enceinte n'influe pas sur la gravité de la maladie. Il y a néanmoins une transmission verticale mère-enfant qui est clairement démontrée durant la vie intra-utérine, avec également une transmission qui est possible dans le perpartum, du fait de l'exposition au sang. Et à ce moment, en fait, c'est extrêmement dangereux cette partie-là, parce que non seulement l'enfant va se contaminer, mais vous risquez de contaminer toutes les personnes dans le bloc d'obstétrique, en fait, de fait de la présence de sang et d'aérosolisation du sang. Et donc la FHCC peut être l'étiologie de malformations et de mort fœtale in utero, et aussi de formes cliniques particulières, notamment d'hématomes post-nataux, qui peuvent survenir jusqu'à plusieurs jours après la naissance, avec des décès de l'enfant. Et ça, c'est quelle que soit la forme clinique de la maladie. Vous n'avez pas besoin d'avoir une forme hémorragique de CCHF pour avoir ces complications-là au niveau fœtal. Et on a aussi un petit signal une corrélation. Vraiment, et c'est qu'une corrélation entre la survenue d'entérocolite ulcéro-nécrosante chez l'enfant et les infections intra-utérines à CCHF. En tout cas, ce qui est à noter, c'est que une infection pendant la grossesse, elles sont rares, mais elles sont extrêmement graves
en tas de risque de complications de mortalité, dans la mortalité pour les femmes enceintes et le fœtus en lui-même, et transmission au personnel soignant. Il y a des facteurs pronostiques, des formes sévères, là aussi, qui reposent, alors, il y a quelques données dans la littérature, mais là, pas mal aussi sur l'expérience des collègues dans les pays qui connaissent bien. Donc, en gros, qui va faire des formes sévères? C'est les patients de plus de 10 ans. Les enfants prépubères, en général, n'ont pas tendance, en général, hein, à faire des formes sévères. Et les patients qui sont jeunes, c'est-à-dire moins de 70 ans. Parce qu'au-delà de 70 ans, du fait de l'immunosénescence, le risque de réaction immunitaire exacerbée diminue grandement. L'autre terrain, c'est être une femme, notamment un terrain d'auto-immunité. Le diabète, obésité, HTA seraient des terrains favorisants pour les formes sévères. Bien qu'on retrouve y ait une mortalité un peu plus importante chez les hommes, mais ce qu'il y a aussi un peu plus de mortalité, il y a un peu plus d'infections chez les hommes, mais peut-être que c'est lié à des facteurs psychosociaux, plus liés à la culture, au contexte de vie dans ces pays. Si forme sévère chez les gens de plus de 65 ans, là, le risque d'issue fatale est beaucoup plus important, mais c'est assez logique. Et ce qui est aussi pronostique vers pour une évolution péjorative, c'est la consultation tardive. Les paramètres cliniques qui peuvent un peu alerter, mais assez précocement, c'est la confusion, la somnolence et la bradycardie, je vous en ai parlé. Et on a donc certains paramètres biologiques, notamment la cinétique, l'évolution rapide, qui sont l'évolution des enzymes hépatiques, des globules blancs et surtout des plaquettes, ce qui permet de finement suivre la maladie. Et donc, quels sont les diagnostics différentiels? Alors, je vais faire un diagnostic différentiel notamment assez centré sur les pathologies du Proche et Moyen-Orient. Donc, on a le Covid-19, mais ça parce que c'est, on va dire, par certains mécanismes, ils sont semblables. Vous avez tout ce qui est sepsis en général, hein, parce que c'est une maladie qui provoque un sepsis viral. Donc, tout sepsis peut faire évoquer CCHF. La brucellose, parce que justement, on se retrouve dans une zone où on a une très forte prévalence de la brucelle, qui donne qui donne toutes les formes possibles, hein. On peut avoir des formes chroniques, ou on peut avoir des formes fulminantes très rapides avec des tableaux de sepsis. Les infections antivirus, alors ça, c'est surtout vrai, on retrouve un peu en Europe de l'Est ou dans le nord de l'Europe, avec ce tableau surtout de défaillance hépatorénale. La leptospirose, avec ces cas, alors ce sont des cas un peu extrêmes hein, de saignement conjonctival et d'échymose, mais ça peut faire partie des diagnostics différentiels. Une infection à Rickettsia, alors ça ressemble pas beaucoup, et les Rickettsia sont transmis par les tiques, et notamment vous avez des Yaloma transmettent des rickettsioses, donc ça peut tout à fait faire partie du différentiel. Et bien sûr, les pathologies hématologiques malignes qui sont peut-être même le plus fréquent, on va dire, sur des tableaux très sévères, notamment avec des saignements de type leucémie. Pour ce qui est du diagnostic, très rapidement, le diagnostic se fait par ELISA et RT-PCR. On peut mettre en évidence le virus par technique d'ELISA DJ5, J6, mais la technique la plus sensible reste la PCR, avec une problématique de la diversité génétique en fait liée vos cibles de PCR. Comme je vous ai dit, du fait de la grande diversité génétique de CCHF, par exemple, si vous avez une PCR qui a été designée sur IBAR 10200, qui est une des souches de CCHF, vous risquez de louper une souche otique et une souche des Balkans, par exemple, du Kosovo. Voilà, donc ça reste malgré tout la technique la plus sensible. Elle est possible jusqu'à J10. Et bien sûr, après, le meilleur examen, la référence, ça reste l'isolement du virus sur culture cellulaire. Ça se fait qu'en P4 et c'est pas du tout, compatible avec le temps de la routine médicale et de la prise en charge d'un patient. Et voilà, donc c'est notre manière de mettre en évidence le virus. Très rapidement, en France, il y a un système pour la prise en charge de cette pathologie qui est centré sur des établissements de santé de référence par région, qui fait que justement, dès qu'un médecin pense à cette pathologie, il doit se référer au médecin référent de sa ville. Donc, par exemple, si vous habitez à Perpignan, vous devez appeler le médecin référent à Toulouse.
du coup, devra classer le cas en disant si c'est positif ou non, enfin, possible ou non, et après décider d'un transfert pour une prise en charge dans un établissement de santé identifié pour, et oui, ça maille tout le territoire, justement, y compris les Outre-mer, pour justement prendre en charge ces malades en tout lieu. Donc, les risques liés aux soins et la prévention. Parce que c'est ça, là, vraiment, une des grosses inquiétudes pour ces CHF, c'est que on n'aura pas de grosse épidémie, mais on a un risque pour le personnel soignant. Et là, on voit sur ce travail, alors c'est une carte qui a été reprise d'un tableau de données publié par Önder Ergonul, avec qui nous travaillons justement en Turquie, qui reprend en fait de 1976 à 2017 le nombre de contaminations de travailleurs du soin liés à ces CHF. Et alors, ce qu'on voit, c'est que globalement, elles étaient importantes au début, mais elles ont fini par se taire, notamment en Turquie, où depuis 10 ans, il y a plus de nouvelles contaminations. Et finalement aussi assez peu de décès chez ces travailleurs de soins. Néanmoins, elles existent et ça prouve qu'il faut faire attention, notamment par des moyens de prévention. Les moyens de prévention, il y en a plusieurs et on en reparlera après. Ils sont notamment sur l'exposition, le traitement post-exposition par la ribavirine, comme ça a été montré cette méta-analyse toujours de Önder et Ergonul, qui montre quand même une réelle efficacité dans cette ribavirine en post-exposition. C'est un peu comme pour le VIH, hein. Vous êtes un soignant et vous avez vous êtes aspergé de sang d'un patient CCHF, et en fait, dans les 48 heures, vous devez prendre votre ribavirine. Quand vous la prenez, vous n'avez pas de risque de complication vers une forme symptomatique. L'exposition qui est importante, qui est vraiment un risque, c'est le sang. Même si je vous ai montré tout à l'heure que la virémie avait beaucoup diminué quand le patient saigne, ça reste par là que l'on se contamine. Donc, soit parce que vous avez piqûre d'aiguille, vous avez fait une mauvaise manip, soit parce que le patient, comme les publications russes l'ont montré, le patient saignait beaucoup et en l'intubant, vous aérosolisez des crachats, du sang, et si vous n'avez pas de masque, vous vous contaminez. Donc, c'est toujours le patient qui est symptomatique, comme pour Ebola, patient qui est symptomatique et qui a du sang. C'est vraiment le sang qui est vraiment vecteur de contamination. Les autres fluides, on peut dire qu'il y a des risques faibles à très faibles, que ce soit urine, sel, LCR. Tant qu'il n'y a pas de sang, le risque est vraiment très, 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 très faible. Et donc, pour ce qui est les précautions complémentaires, en fait, très simplement, en termes de prévention, si vous portez une surblouse, gants, masque, des lunettes éventuellement, déjà, vous avez éliminé une grande part du risque. Le circuit peut être éliminé. Alors ça, c'est plus vrai, ça c'est vrai. J'aurais dû l'éliminer, mais l'enlever. Ça, c'est vrai en Turquie, mais les déchets sont éliminés via les DAS classiques. Et pareil, en Turquie, ce qu'ils font beaucoup, c'est qu'ils préservent l'accès pour les familles qui le souhaitent au corps des défunts par le recours à des imams, notamment formés et équipés de pays. Et en général, la mise en bière, elle est scellée avec apparemment un 2 mètres de profondeur. Et donc, pour revenir aux mesures d'hygiène, en fait, vous voyez, c'est une infirmière qui fait son tour dans le service quand on était sur place. Elle s'habille simplement, en fait, elle met juste sa charlotte, ses lunettes, son masque et ses gants. Et par contre, voilà, comme je vous dis, c'est une approche qui est souple et adaptée au risque, parce que quand vous avez un patient qui est en soins intensifs, en réanimation et qui saigne, et voilà, à ce moment-là, on sera plus on est plus sur des standards comme nous on connaît en France, hein, c'est-à-dire des standards classiques avec la Tyvek, comme on a pu voir pour ceux qui connaissent, une prise en charge comme pour Ebola. Et là, typiquement, vous voyez, c'était là quand on faisait la visite le matin dans l'unité, vous voyez qu'on est sur quelque chose, c'est un patient CCHF. Et bon, voilà, un simple surblouse masque suffisait à prévenir quand même une grande part du risque. Donc, ce qui est très important aussi, c'est la communication au grand public, à la famille, pour éviter justement, comme c'est une fièvre hémorragique, le côté un peu panique, l'anathème un peu à ce niveau-là. Donc là, c'est un exemple en Turquie de grands tableaux publicitaires sur le bord des routes en centre-ville sur qu'est-ce qu'il faut faire, quoi faire, les signes d'alerte. Voilà, c'était plutôt bien fait. Donc, c'est très important cette partie communication au grand public. Pour la partie vaccin, c'est bien et en même temps très décevant parce qu'on est sur plus de 30 candidats maintenant de vaccins évalués et on n'a toujours rien de validé.
Vous avez bien un vaccin bulgare qui n'est utilisé qu'en Bulgarie, qui est issu d'un vaccin inactivé par formaline sur sabot de souriceau. Euh, il n'est pas du tout bien évalué, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'études. Il a été fait un peu de l'urgence dans les années 70-80 et il n'y a pas d'études de bonne qualité sur son efficacité, sur sa protection, et il n'y a pas de bonnes études sur son immunogénicité. Donc, de ce principe-là, on ne peut pas l'utiliser et on a des doutes quand même sur la sûreté de ce produit lié à la méthode de production et de toute manière, il ne pourrait pas le produire en quantité suffisante vu la méthode de production. Donc, utiliser du virus, injecter du virus sur cerveau de souriceau en P4, c'est compliqué pour produire suffisamment de doses. Donc, il y a beaucoup de publications. On aurait pu passer 2 heures rien qu'à esquisser une partie des publications de données précliniques des vaccins CCHF. Il y a des phases 1 qui ont commencé, il y en a une qui sont même finies, notamment un vaccin turc, un vaccin ADN, mais qui n'a jamais été publié. Vous avez donc Oxford avec le Shadox, qui a également démarré des essais. Bon, voilà, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Et encore une fois, c'est une problématique des animaux modèles qui sont pas toujours évidentes. Pour la petite histoire, nous, dans l'unité, donc on développe le Mopevac Next, qui est Mopevac CCHF. Voilà, tout ce que je peux dire, parce que je pense que c'est Sylvain, mon chef, qui voudra, je pense, parler des résultats lui-même, mais c'est plutôt très intéressant de notre côté. Mais voilà, pour l'instant, on travaille toujours dessus. Et donc, pour la prévention, comme je vous disais, ce qui est important, que ce soit si vous êtes fermier ou dans les abattoirs ou travailleur, c'est le port de vêtements longs, couvrants, et une protection contre les projections et des fluides, les aérosols, surtout si vous êtes soignant. C'est les mesures barrières, hein, c'est des mesures physiques qui empêcheront quand même pas mal. Et si vous êtes randonneur, c'est pareil, c'est-à-dire port de vêtements longs, etc. De la même manière, hein, c'est ce que c'était. Ça, j'ai repris un message de prévention de SPF et de l'OMS, hein, mais c'est ça, c'est pour les randonneurs qui seraient amenés à évoluer dans des zones où il y a des tiques. Déjà, c'est éviter d'y aller tant que possible, et c'est porter des vêtements de couleur claire, des vêtements longs, des vêtements qui protègent, et utiliser de répulsifs pour éviter de se faire attaquer donc par Yaloma. Et surtout, ne pas manipuler les tiques à main nue. Donc, les principaux axes de prévention, il y avait le contrôle de la population de tiques, donc le contrôle vectoriel par la pulvérisation d'acaricides dans les cheptels. Voilà, donc ça, c'est une des méthodes pour justement éviter la pulvérisation trop importante de tiques et contrôler le réservoir viral in fine. C'est la formation, hein, c'est ce qu'on fait là actuellement et c'est ce qu'on fait par ailleurs dans d'autres circonstances, mais c'est la formation professionnelle de santé, c'est la formation au grand public et la sensibilisation par des affiches, les MOOC, etc. C'est la vaccination, donc en santé humaine et animale, hein, on a besoin des deux pour pouvoir enrayer le cycle biologique de ces CHF et notamment et en ciblant bien quand même bien les populations à risque qui sont ici notamment les éleveurs et les agriculteurs et les forestiers. Et avec également une politique vétérinaire, mais ça rejoint un peu le début le contrôle de la population de tiques, mais une filière sanitaire et une filière vétérinaire très carrée, avec un suivi de la filière bovine essentiellement, parce que c'est là, nous en France, au niveau des animaux domestiques, c'est là où il y a le plus de risques de développement du virus, du fait que c'est un bon réservoir. Les bovins sont un bon réservoir pour ces CHF. Voilà. Et pour finir sur la prise en charge thérapeutique, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a absolument aucun consensus sur la prise en charge. Il y a, si vous voulez, une bataille sur la place des antiviraux, notamment ribavirine versus favipiravir. Une bataille ardue, hein, notamment dans certains pays où ça en devient même politique, un peu comme ce qui s'est passé avec le Plaquenil chez nous pendant le Covid. Voilà, c'est compliqué. C'est la place des immunomodulateurs qui est très très importante, mais qui pour l'instant est à faire sur le plan méthodologique, sur le plan des données à fournir. Pas de vaccin. Et la prise en charge, elle est symptomatique. Vraiment, 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 c'est extrêmement important. Si vous remplissez
correctement votre patient, pas trop, ni pas assez, si on supplée vraiment les défaillances, c'est ça qui va le sauver, hein, clairement. Donc, néanmoins, il y a quand même là, bon, je parle de la ribavirine parce que l'OMS l'a quand même recommandé, même s'il y a très peu de données. Il n'y a pas d'effet sur la mortalité qui est clairement démontré, mais il y a un effet sur la clairance virale. C'est ce qui fait dire notamment beaucoup aux Turcs de l'utiliser en phase très précoce. Et j'en reparlerai après. L'autre antiviral, alors il y en a d'autres encore, hein, mais les deux principaux, c'est ribavirine et favipiravir. Le favipiravir, sur les modèles précliniques de souris et même de primates, il a l'air très intéressant, mais bon, on n'a absolument aucune donnée chez l'homme pour l'instant vraiment fiable. Donc à voir. Les thérapies immunomodulatrices, et ben là aussi, les anticorps monoclonaux et les plasmes convalescents, c'est très variable, pas donné de rebut, c'est souvent des rapports de quelques cas, 3-4 cas dans la littérature, donc d'un point de vue méthodologique, c'est pas fiable. Et il y a ce problème d'échappement, hein, surtout si vous visez la GPC. Vient maintenant la question de cibler GP38, qui pourrait peut-être un peu changer la donne. Et, et comme on parle d'une maladie, d'un sepsis viral, eh ben, c'est que les corticoïdes, selon moi et quand même selon pas mal d'experts dans le domaine, une place quand même qui est très intéressante. Néanmoins, pareil, on manque de données bien faites, mais il y a quand même des données assez encourageantes. Ça n'a pas d'effet sur la mortalité non plus, mais on diminue nos transfusions, que ce soit plaquettes ou globules rouges. Et parmi une normalisation plus rapide de la thrombopénie. Donc voilà. Et après, il y a d'autres candidats, hein, ces anti-TNF-alpha. Alors là, on est là aussi sur de l'ultra exploratoire, donc je l'évoque à peine. Et donc, ce qui est fait notamment, alors, lors de ce que je l'ai pu voir en Turquie, c'est que eux, quand ils prennent en charge un malade, en fait, ils réalisent deux scores. Un score de maison qu'ils ont fait eux, c'est l'ITIT Index, qui évalue la vraisemblance de l'infection à CCHF. Ils couplent ça avec un score de sévérité, donc Severity Score Index. Et en fonction de ces deux scores, qu'ils répètent à 24 heures d'intervalle, et en fonction de la durée des symptômes, de certains éléments de la biologie, ils vont déterminer si oui ou non ils démarrent un traitement. Et notamment s'ils sont sur sur les tout premiers jours et avec une forme modérée, ils auront tendance à démarrer de la ribavirine, donc 2 grammes par jour en une seule prise, sur une durée de 5 jours en général. La dexaméthasone sera plutôt réservée, donc la dexaméthasone corticoïde sera plutôt sur des formes modérées à sévères, donc vraiment sur la phase, si on reprend le plutôt antiviraux ici, au tout début, le plus tôt possible, entre 1 et 5 jours, et là, plutôt des corticoïdes. Les antiviraux sur cette phase-là n'ont aucun sens. Et après, il y a là aussi plus exotique, mais très intéressant, qui doit être fouillé, c'est l'anakinrase anti-L1. Ils l'ont fait parce qu'ils l'avaient pour le Covid à ce moment-là, et donc ils l'ont utilisé pour CCHF, et ils ont eu des résultats intéressants. Encore une fois, on est sur une cohorte de 12 patients, donc pour l'instant, il faut rester très prudent. Et ce que je vous dis, traitement de support, procession de plaquettes, l'hydratation, le plasma, et c'est le plus important, quoi. Voilà. Donc, au total, la survenue de cas autochtones en France n'est pas de la science-fiction, loin de là. Il ne faut pas non plus paniquer, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de grandes épidémies. Ce sont des populations très ciblées qui seront à risque. Néanmoins, si vous êtes un passionné de marche, de randonnée, de trek dans le sud de la France, couvrez-vous et faites attention. Euh, c'est une pathologie qui est très sévère, dont les mécanismes ne sont pas encore très bien élucidés, mais on progresse, et qui exige une filière particulière d'organisation. La transmission interhumaine est surtout en milieu de soins. Elle est très largement corrélée à l'exposition au sang. Et donc, il n'y a pas de prise en charge standardisée, mais il y a des mesures de prévention très simples et, comme je l'ai démontré, très efficaces. Donc, il suffit de se couvrir, de porter des vêtements longs, des tabliers, etc. Et on diminue grandement le risque. Et il n'y a pas de vaccin disponible pour le moment, mais bon, les choses peuvent changer. Voilà, c'est quelques ressources que je vous ai mis, si vous pouvez accéder, si vous voulez. Et puis, ben, je tiens à remercier déjà mes collègues turcs, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu voir des malades et puis en apprendre plus.
en plus de mon travail dans le cadre de ma thèse. Et bien sûr, je remercie toute mon équipe de thèse qui travaille avec moi au jour le jour. Voilà. Eh bien, c'est tout. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Simon. Eh bien, c'est un talk très, très intéressant. Bon, on voit les tonnerres d'applaudissements. C'est presque une salle de spectacle ici. Merci à tous et à toutes d'avoir assisté à à ce webinaire de l'enseignement. Donc, on avait une grande partie des participants de France, de Guyane, Guadeloupe, Réunion aussi, et aussi du continent africain, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, du Cameroun, du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, d'Égypte et de nombreux pays africains, un petit peu d'Asie, pas mal de gens d'Europe. D'ailleurs, une collègue qui développe un vaccin aussi en Suède, au Karolinska, du Portugal et aussi un peu des Amériques, Argentine, Brésil, Pérou, Canada, Haïti. Donc merci à toutes et tous de nous avoir écoutés un peu de partout. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.